Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on est ensemble pour 2 heures sur Sud Radio pour Poulain sans réserve. Ce vendredi, on va parler bien sûr de ce nouveau gouvernement Barnier. Que faut-il en attendre? On va parler également du scandale McKinsey, En Marche, McKinsey. Un scandale qui fait toujours couler beaucoup d'encre avec bien sûr une émission sur le service public. Mais on va avoir au micro de Sud Radio Arnaud Bazin, le sénateur LR du Val d'Oise, qui était président de la commission d'enquête parlementaire au Sénat sur ce scandale McKinsey. Et puis, en deuxième partie d'émission à 13h, et vous pourrez poser vos questions à notre invité. C'est Fabrice Eppelboin, spécialiste des médias sociaux et enseignant à Sciences Po, pour parler bien sûr du bras de fer entre Elon Musk, Pavel Durov et l'Union européenne, Thierry Breton qui démissionne, mais aussi la place de la technologie dans la guerre, que ce soit en Ukraine ou encore entre les Palestiniens et les Israéliens. Tout ça bien sûr au micro de Sud Radio. Pour joindre leur standard, c'est 0826 300 300. À tout de suite pour Poulain sans réserve. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Du 19 au 22 septembre, partez à la découverte de l'agriculture et de la ruralité avec les Pyrénéennes. Au programme de cette 13e édition, concours nationaux de bovins, villages gourmands, exposition de tracteurs anciens, concerts, jeux pour enfants, restauration et bien d'autres. Les Pyrénéennes, du 19 au 22 septembre, c'est 4 jours de fête en plein air au pied des Pyrénées, au parc des expositions du Comminges à Saint-Gaudens. Entrée gratuite, infos et programmes complets sur www.pyrénéennes.fr, Facebook et Instagram. Sud Radio Antibes 97.9. Sud Radio. Carrefour. Quand vous me dites une bonne viande rouge, ça se saisit à feu vif. Eh bien, je vous réponds que le bon plan du week-end, c'est le beefsteak 2 étoiles à griller Origine France au prix garanti le plus bas de 11,89 € le kilo seulement. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est jusqu'à dimanche chez Carrefour et Carrefour Market. Carrefour, on a tous droit au meilleur prix. Caissette de 800 grammes environ, détail sur carrefour.fr. Qu'est-ce qui vous fait aimer le vélo électrique? C'est que ça devient un plaisir d'aller au boulot à vélo? Ce qui n'était pas gagné, car après 3 semaines de vacances, le retour aux réunions, ça pique un peu. Et si ce qui allait vous faire adorer le vélo électrique, c'était l'autonomie jusqu'à 70 km du vélo qu'on a sélectionné? Cette semaine, chez Decathlon, le vélo de ville électrique Elops 900 est à 1099 € au lieu de 1299, soit 200 € de réduction. Et pour vous aider à le financer, on rachète votre ancien vélo. Produits éligibles et conditions sur decathlon.fr. Leclerc, bonjour. Bonjour. S'il y a 100% de chance de gagner à votre grand jeu sur l'appli Mon Leclerc, pourquoi je gagne pas? Vous avez l'application? Ah, je la télécharge. Oui, c'est le moment. Téléchargez vite l'appli Mon Leclerc. Et jusqu'au 28 septembre, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'achat, vous avez 100% de chance de gagner des bons d'achat de 2, 3 ou 5 € ou des tirages photos. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre valable pour l'achat de 2 produits partenaires ou des 30 € d'achat. Règlement, modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Les offres anniversaires continuent chez Conforama. Cette semaine, le lave-linge 9 kg Saba est à 279 €. Eh oui, 279 €, car rien n'est trop beau pour vous pendant l'anniversaire Conforama. Conforama. Jusqu'au 30 septembre, voir conditions sur conforama.fr. Bouygues Télécom. Qu'est-ce qu'on a? C'est la rentrée pour toute la famille, mais entre les appels visio et les séries à regarder, je crois que leur Wi-Fi a déjà besoin de vacances. Ok, on intervient. Avec Bouygues Télécom, toute la famille va profiter du Wi-Fi numéro 1. C'est la rentrée chez Bouygues Télécom. La série spéciale B-Box avec la fibre et 180 chaînes télé est à seulement 24,99 € par mois. Et pas que la première année. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition, prix client mobile 20 Go et plus, engagement 12 mois, Wi-Fi numéro 1 selon le dernier baromètre Wi-Fi sur nperf.com. Grand frais. Oui, c'est le tailleur, pour votre costume à la mode italienne. Je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont un panettone italien moelleux à souhait. Alors coup de chance, il me reste quand même un costume en 44, vous faites du 38, ok, mais le oversize, c'est ultra tendance. Hein. Voilà. Chez Grand Frais, jusqu'à samedi, le panettone de 900 grammes est à 4,75 € si de acheter. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais! Le meilleur marché. Soit 5,28 € le kilo, oversize égale grande taille. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Ça y est, il semblerait que nous ayons un gouvernement, le gouvernement Barnier, qui n'attend plus que l'assentiment présidentiel pour être installé. Il aura fallu 2 mois après une trêve imposée par Emmanuel Macron, empereur des Jeux Olympiques, pour aboutir après de nombreuses consultations à la nomination de Michel Barnier à Matignon. On se rappelle de la passation de pouvoir plutôt froide entre le plus jeune et le plus vieux Premier ministre de la 5e, Michel Barnier, qui envoyait quelques piques à son prédécesseur Gabriel Attal, et Michel Barnier qui maintenant va se mettre au travail et former son gouvernement. Mais c'était sans compter sur la volonté farouche d'Emmanuel Macron de ne rien lâcher du pouvoir. Outre le braquage démocratique, celui dont la formation politique a perdu 2 élections coup sur coup, les élections européennes et les élections législatives anticipées, dont la politique a conduit à la faillite actuelle, n'entend pas être un président de cohabitation. Non, attention, on ne dit pas cohabitation. En Macronie, on paye McKinsey, qui propose un élément de langage environ à 100 000 €, et on appelle ça coexistence exigeante, ce qui en français signifie tout simplement remaniement. Et voilà, on a donc un nouveau gouvernement. Michel Barnier, qui était inconnu de la foule il y a de ça une quinzaine de jours, est propulsé dans le top 10 des personnalités politiques préférées des Français, et il va être incapable de faire un gouvernement indépendamment de la toute-puissante volonté du président de la République française. Résultat, Michel Barnier a tenté de dévoiler l'ampleur du désastre financier qui a été escamoté, maquillé par son actuel directeur de cabinet. Il s'appelle Jérôme Fournel. Et alors ce Jérôme Fournel, figurez-vous qu'il était ancien directeur de cabinet à Bercy de Bruno Le Maire, le capitaine du naufrage depuis 2017. Et avant ça, il était bien sûr à la tête des comptes publics, donc il sait de quoi il parle, Jérôme Fournel. Et puis voilà le gouvernement tel que Michel Barnier nous l'a dévoilé. Un gouvernement composé, on peut pas dire des gagnants des législatives, de cet entre-deux en fait. Les Républicains, le Modem, l'UDI, En Marche. Alors En Marche a changé de nom, on ne sait plus si ça s'appelle Guacamole ou Ensemble pour la République ou je ne sais plus. Horizon d'Édouard Philippe. Au total, 38 ministres, dont 16 ministres de plein exercice, 7 qui sont issus d'Ensemble pour la République, donc la formation d'Emmanuel Macron, 3 des Républicains, 2 du Modem, Horizon, UDI, etc. Alors, on retrouvera Monsieur Lecornu à la Défense, Rachida Dati peut-être à la Culture, et d'autres noms que vous connaissez qui vont rester, puisque oui, ça ressemble fortement quand même à un remaniement. Seule nouveauté, des sénateurs LR comme Bruno Retailleau qui vont prendre le ministère de l'Intérieur. Et puis il y en a un qui est pas fou, c'est Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui a refusé le ministère des Finances, Bercy. Et oui, lui voulait l'Intérieur et il s'est dit que Bercy, quand même, ça ressemble fortement à ces petits appareils du Mossad qui ont explosé dans la poche. Donc il est quand même assez prudent, Laurent Wauquiez, il voudrait pas tout flinguer ses chances pour 2027. C'est, pour Emmanuel Macron, assurer l'équilibre des pouvoirs que faire cette coalition de droite au gouvernement en niant totalement le vote, bien sûr, des électeurs du nouveau Front Populaire, et puis le Rassemblement National qui va regarder ce gouvernement qui ressemble quand même fortement à l'ancien gouvernement. Une continuité dans la catastrophe, donc, et de quoi assurer une obéissance sans faille aux traités européens avec Michel Barnier, l'Européen absolu. Austérité, démantèlement, et tout ça dans un budget où tout va être vu à la baisse. Parce que oui, l'austérité va arriver. Est-ce que tout va être vu à la baisse ? Ben non. Et non, figurez-vous que la contribution française au budget de l'Union européenne augmente, et c'est pas la première fois. On va passer de 21,6 milliards de contributions à l'Union européenne en 2024 à 23,3 milliards en 2027. Tout ça pour récupérer moins en retour, puisqu'il faut savoir que la France est un des contributeurs nets du budget de l'Union européenne. Mais c'est sans compter sur l'aide à l'Ukraine, emmenée par la tombola de Madame Ursula von der Leyen, qui continue de plus belle, des nouvelles lois génialissimes, vous avez peut-être entendu ici sur Sud Radio, des primes à l'arrachage des vignes, mais aussi à l'arrachage des champs de lavande, et puis il y aura sans doute d'autres choses qui vont arriver. Et puis si on regarde en fait la situation politique du pays tel qu'il est aujourd'hui, on se rend compte que peu de choses ont changé. Regardez, quand Attal prenait la suite d'Elisabeth Borne, c'était en début d'année, ses priorités, c'était l'agriculture, la sécurité, le budget, le pouvoir d'achat et les outre-mer.
Figurez-vous qu'après quelques mois du génie Attal avec le génie Macron, tous les problèmes sont les mêmes. Et quand Michel Barnier succède à Gabriel Attal, qu'est-ce qu'il récupère ? Tout simplement, l'agriculture, la sécurité, le budget, le pouvoir d'achat et les outre-mer. Alors on va dire, évidemment, rien d'étonnant. 2 présidences McKinsey où la communication et les sbroufs ont remplacé l'action stratégique et politique. Et puis, une classe politique qui reste là depuis tellement longtemps, qui est la même, qui n'a pas changé. Alors il y en a un qui est parti, qui a décidé, voyant l'ampleur du désastre, de quitter le navire et de trouver refuge en Suisse, un pays neutre, pour aller y donner des cours. C'est Bruno Le Maire. Alors il a été accueilli sur le campus de l'université où il doit donner des cours, avec des tags en disant « Bruno, casse-toi » ou « Bruno, l'écrivain qui écrit des livres avec son zizi et qui plombe son économie ». On écoute Bruno Le Maire, vous allez voir, c'est une archive, quand il était candidat à la présidence, à la candidature pour être candidat à la présidence de la République. Excusez-moi, vous voyez, c'est compliqué. Il avait perdu, évidemment. Écoutez ce qu'il disait et comment il critiquait François Fillon qui avait fait de la dette. Vous allez voir, ça a très mal vieilli. Je me souviens du Premier ministre de l'époque, assis sous un olivier en Corse, et nous disant « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Et qui, 5 ans plus tard, laisse 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires à la France, et qui revient aujourd'hui, tranquille comme Baptiste, nous dire « Comptez sur moi, je vais réduire la dette et je vais réduire les déficits ». Eh bien, il aurait été temps de le faire quand il était Premier ministre, qu'il avait le pouvoir, qu'il avait la possibilité de le faire. Incroyable. C'est vrai que Bruno Le Maire n'a pas eu le pouvoir pendant 7 ans. 7 ans où la dette a explosé, vraiment, un État en faillite, c'est encore pire. Après ces 7 années, des faillites en cascade, une pression fiscale qui est devenue totalement incompréhensible, au vu de l'état des services publics qui sont en ruine, et cette Union européenne triomphante qui, maintenant, a l'air de nous emmener gentiment vers une guerre, tout simplement. On est quand même bien en France dans cet État en faillite et je souhaite bon courage, oui, sincèrement, à Michel Barnier pour essayer de faire ce qu'il pourra et il ne fera rien de plus qu'un budget austéritaire, malheureusement. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve sur Sud Radio avec notre invité Arnaud Bazin, sénateur LR du Val d'Oise, qui a été président de la commission d'enquête sur McKinsey. McKinsey qui fait encore parler de lui, de cette firme de conseil américaine qui est au cœur du scandale, à la fois une collusion d'intérêts évidente entre La République En Marche, fondée par des consultants McKinsey, mais ensuite la façon dont Emmanuel Macron a distribué les marchés publics avec l'aide de Thomas Cazenave aux mêmes McKinsey qui rentraient, eux, dans les cabinets ministériels, sans compter bien sûr les réunions au sommet à l'Élysée avec les grands patrons comme Mark Zuckerberg et autres pour faire en sorte que l'État disparaisse au profit des cabinets de conseil. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Avez-vous regardé d'ailleurs le reportage qui est passé cette semaine sur McKinsey ? J'imagine qu'il ne vous a rien appris, mais est-ce que par curiosité vous avez regardé ? Bien sûr. Et alors, vous avez trouvé de nouvelles informations ou ça, rien de nouveau sous le soleil ? Bien, disons qu'il y a eu des approfondissements sur la période qui a précédé l'ambition présidentielle d'Emmanuel Macron et l'influence donc de McKinsey sur cette période-là. Parce que nous, je me permets de préciser un peu ce que vous avez dit, notre commission d'enquête n'était pas une commission d'enquête sur McKinsey, ni sur le président de la République, évidemment, mais une commission d'enquête beaucoup plus large. Il faudrait d'ailleurs pas que l'arbre McKinsey cache la forêt du sujet des consultants. Notre commission d'enquête portait sur l'influence de ces cabinets de conseil, tous les cabinets de conseil, dans la détermination des politiques de l'État. C'était là le sujet. On va en parler parce que évidemment McKinsey c'est le nom public que tout le monde reconnaît, mais derrière il y a des cabinets français d'influence et de conseil, des cabinets comme Bain ou d'autres qui font exactement le même travail. Ce qui ressort quand même de votre commission d'enquête, c'est que l'État a doublé les montants dédiés au conseil privé. Le montant dépensé en prestations privées a doublé entre 2018 et 2021 pour atteindre plus d'1 milliard d'euros en 2021. C'est de l'argent public. Des cabinets
cabinets de conseil qui travaillent sur des thématiques comme les retraites, l'assurance chômage, l'aide au logement. Ce qu'on apprend également, c'est que McKinsey, encore eux, parce que ils n'ont payé aucun impôt sur les sociétés en France entre 2011 et 2020. Karim Tadjedine, qui était auditionné par vos soins, a menti également à propos de cet acquittement de l'impôt. Votre rapport parlait à propos de ces cabinets de conseil d'un phénomène tentaculaire. On est là à utiliser un vocabulaire qui rappelle celui des mafias presque. Oui, c'est un dessin que nous avons choisi, ce qualificatif. Même, si on n'est quand même pas dans un monde mafieux, on est en tout cas dans un monde, on a affaire à un monde que la transparence dérange beaucoup. D'ailleurs, quand on a entendu un certain nombre de cabinets de conseil, on a bien compris, je crois que c'est d'ailleurs McKinsey qui l'avait dit, qu'ils souhaitaient agir en permanence, ce qu'ils disent toujours en anglais, parce qu'ils ne savent pas parler français, behind the scenes, c'est-à-dire que se voient comme des metteurs en scène, derrière la scène, surtout pas visibles, et qui font bouger des acteurs un peu comme des pantins. Bon, c'est peut-être un peu caricatural, mais c'était un peu c'est un point qui nous a beaucoup choqués. Alors vous avez dit que la dépense avait doublé pendant la présidence Macron, le premier mandat, 2018 et 2021. En effet, on est passé. Et ce qu'il faut dire, surtout, c'est que nous avons pu mettre cela en évidence parce que nous avons fait la collation nous-mêmes de tous ces chiffres. On a fait des additions nous-mêmes avec, évidemment, l'aide de nos collaborateurs du Sénat, parce que l'État ne disposait d'aucune statistique, d'aucun cumul budgétaire qui nous permettait d'y voir clair. Donc c'est la première chose qui est sortie de l'audition de la direction de la transformation publique, c'est qu'il n'y avait pas ces chiffres à disposition. C'était déjà fort surprenant. Mais comment se fait-il que c'est intentionnel? Est-ce que la Cour des comptes n'a pas sa responsabilité dans cette opacité? C'est pas le boulot de la Cour des comptes de faire ce travail-là? La Cour des comptes a fait paraître son rapport à peu près un an de mémoire après le nôtre. En 2018. Il confortait, il y avait un premier rapport, ensuite il y avait un deuxième, mais il a conforté les conclusions de la commission d'enquête du Sénat. De toute façon, c'était difficilement contestable. Donc le travail a été fait par l'institution comme elle devait le faire. Mais cette dérive qu'on a qualifiée de tentaculaire, on l'a qualifiée ainsi parce que, comme vous l'avez rappelé, elle concerne toutes les thématiques pratiquement d'intervention de l'État dans la définition de ses politiques publiques. On peut comprendre que pour définir une stratégie informatique dans tel ou tel ministère, il soit utile d'avoir l'appui de compétences extérieures, parce que l'État ne peut pas avoir toutes les compétences. Mais quand il s'agit de réfléchir à l'avenir du métier d'enseignant et de dépenser pratiquement 500 000 € qui sont allés là aussi à l'équipe McKinsey pour un rapport qui n'a eu aucun intérêt de l'aveu même du ministère de l'Éducation, là on voit qu'il y a dérive. Et en effet, il y a extension dans tous les domaines des actions publiques. On va écouter d'ailleurs, c'était votre collègue Eliane Assassi qui posait la question de ce rapport sur l'éducation à Karim Tadjedine lors de son audition. On va l'écouter parce que ça montre quand même cette difficulté qu'ont les cabinets de conseil à répondre à des questions et à assumer en fait ce qui ressemble quand même fortement à de la dépense d'argent de manière immodérée et stupide. Et on va écouter Karim Tadjedine qui était au Sénat. Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 € pour, je cite, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission ? Oui, bien sûr, Madame la rapporteure. Nous avons été sollicités dans le cadre du contrat cadre de la DITP par le ministère de l'Éducation et par la DITP. Et notre rôle a été d'accompagner la DITP pour organiser un séminaire qui était prévu par le ministère en lien avec son organisation internationale pour réfléchir à quelles étaient les grandes tendances d'évolution de marché, des évolutions du secteur de l'enseignement, quelles étaient les évolutions si attendues du marché d'enseignants et à ce titre, quelles pouvaient être les réflexions autour du métier d'enseignant. Incroyable cette réponse, on sent ça bafouille. Oui, alors c'était un rapport, la réunion n'a jamais eu lieu, c'est les 500 000 € dépensés pour ce rapport sur le futur du métier d'enseignant. On voit que c'est très laconique, qu'on a l'impression qu'il n'y a rien derrière tout ça et qu'on n'assume pas d'avoir récupéré 500 000 € d'argent public pour ce travail qui n'en est pas un.
Je crois que c'était tout à fait clair pour tout le monde et même quand on n'est pas au fait de toutes ces affaires, l'audition des quelques phrases que vous avez passées à l'antenne, là, je crois, suffit. Ouais. M. Tadjedine était horriblement gêné. Il sait bien qu'il n'y a aucune plus-value dans le travail qui a été fourni et aucune plus-value pour 500 000 euros, ça fait cher. C'est incroyable. Mais comment se fait-il que les garants des deniers publics, les serviteurs de l'État, sont capables de dépenser autant dans des rapports inutiles auprès de cabinets de conseil dont le travail est quand même de s'aborder les services publics, hein, puisque chaque recommandation c'est de donner plus au privé, de faire en sorte de faire moins et de ne pas faire confiance à leur propre administration. Alors de l'aveu de Jean-Michel Blanquer, c'est parce que l'administration française n'a pas une vision internationale. C'est faux, il y a des gens qui peuvent très bien faire des benchmarks européens et internationaux. Pourquoi aujourd'hui les responsables de la chose publique sont aussi inféodés au cabinet de conseil ? Je ne vais pas répondre à leur place, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, au Parlement, et particulièrement au Sénat, nous avons la volonté, donc, d'une part, de rendre toutes ces interventions plus transparentes, d'autre part, d'en assurer le contrôle, parce que là, c'est parti tous azimuts, comme vous le soulignez. On ne peut pas accepter, en effet, qu'on dépense autant d'argent, et notamment pour des missions inutiles, dont la plus-value, en tout cas, est discutable. Ouais. Et puis, d'autre part, il y a des questions déontologiques aussi. Vous avez un peu fait allusion au départ sur le rapprochement entre certains pouvoirs politiques et certains cabinets de conseil. La déontologie, là, jusque-là, elle n'était pas assurée. Il faut qu'elle le soit. Puis, au fond, il y a aussi des données sur la sécurité, justement, des données de l'État qui sont posées. Donc, je voulais juste vous ajouter que pour remédier à tout ça, parce que le déplorer, c'est une chose, mais il s'agit d'avancer maintenant, nous avons déposé au Sénat une proposition de loi en 19 articles pour assurer la transparence, la déontologie, le contrôle, la sécurité des données, etc., qui a été votée à l'unanimité du Sénat. Elle est revenue gravement mutilée de l'Assemblée nationale parce que, de nouveau, ces cabinets de conseil ont fait valoir une puissance de lobbying auprès de l'Assemblée nationale qui a profondément dénaturé la proposition de loi. Elle a été remise d'aplomb au Sénat. Et aujourd'hui, il faut que vos auditeurs sachent que cette proposition de loi, elle attend à l'Assemblée nationale d'être votée. Le gouvernement a fait du dilatoire déjà pour le premier examen à l'Assemblée nationale. J'espère que le gouvernement qui arrive poussera les choses pour qu'on en termine avec ça. Ouais. Parce que, encore une fois, il ne s'agit pas d'empêcher l'État d'avoir recours à des prestations de conseil quand il en a besoin, quand c'est justifié, mais il s'agit de rendre les choses transparentes, déontologiques, qu'on en assure le contrôle et puis surtout qu'on prenne le contrôle de la dépense en la matière. Mais c'est vrai, hein, vous parlez de transparence et de déontologie, il y en a zéro. Si on regarde la chronologie, Emmanuel Macron, hein, qui fait partie de la commission Attali, on est en 2007, hein, il rencontre le président de McKinsey à l'époque, Éric Labbé, et Karim Tadjedine, qui était chef des consultants McKinsey. Ensuite, il travaille avec Karim Tadjedine dans un think tank en 2010. Il travaille ensuite avec Thomas Cazenave. Ils font un livre, L'État en mode start-up, en 2016. Qu'est-ce qui se passe dès que Emmanuel Macron est élu? Eh bien, en 2017, Emmanuel Macron va nommer Thomas Cazenave à la tête de la direction interministérielle de la transformation publique. C'est donc lui, hein, qui supervisait les missions qui étaient attribuées au cabinet de conseil privé. Et puis en 2018, que fait Emmanuel Macron? Il nomme Éric Labbé, l'ancien directeur de McKinsey, président de Polytechnique. On est là quand même dans quelque chose qui ressemble davantage à de la collusion qu'à du travail pour l'intérêt public. Alors, deux choses sur ce sujet. D'abord, il y a une procédure judiciaire en cours là-dessus. Absolument. Donc, évidemment, on ne va pas anticiper les conclusions de la justice. La justice fait son travail à sa vitesse. On peut regretter que ça soit un peu long, mais enfin, elle fait son travail. On va la laisser conclure. Ensuite, je ferai observer que les élus des collectivités territoriales savent tous que ce genre de comportement est répréhensible pénalement. Oui. On peut s'étonner qu'un aussi haut responsable, que d'aussi hauts responsables que le président de la République et des ministres, ce soit laissé à l'aise ce genre de comportement. Parce que là, il y a effectivement, vous parlez de procédure, le parquet national financier qui a ouvert une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale à propos de McKinsey, dont le siège a été perquisitionné le 24 mai 2022. Et puis le PNF, en octobre 2022, a ouvert deux nouvelles enquêtes sur les conditions d'intervention de McKinsey dans la campagne de 2017 et 2022 d'Emmanuel Macron, avec tenue non conforme de compte de campagne, minoration d'éléments comptables dans un compte de campagne et favoritisme et recel de favoritisme. Alors comme vous le disiez,
dites, le temps de la justice étant ce qu'il est très long, mais il est important de rappeler à nos auditeurs qu'aujourd'hui, le scandale McKinsey, il est réel et il est au cœur de l'État. Tout à fait. Alors, c'est davantage, contrairement peut-être à l'image médiatique qui est au début, c'est un scandale lié à la déontologie, au comportement d'attribution de marchés publics, qu'un scandale lié à la fiscalité, puisque là aussi, on va avoir un temps très très long pour savoir si McKinsey était en droit d'exporter en quelque sorte ses bénéfices dans le Delaware, où ils ne sont pratiquement pas taxés, ou pas. Ça, c'est... les services de Bercy qui sont au travail là-dessus, et là aussi, malheureusement, entre les possibilités d'appel, d'accord amiable, ensuite d'appel contentieux, ensuite de liens entre les deux pays au niveau des ministères des économies, ça va être très très long, peut-être 8 à 10 ans avant qu'on sache si McKinsey va devoir payer enfin l'impôt sur les sociétés qu'il a évité pendant 10 ans. Mais toutes ces procédures ont malgré tout lieu actuellement. Oui, parce que McKinsey, lui, se défend en disant que c'était tout à fait légal, cet évitement de l'impôt, du fait des lois du Delaware et de son statut de corporation internationale, et que les consultants McKinsey qui ont participé à la campagne d'Emmanuel Macron l'ont fait sur leur temps personnel et non pas professionnel en tant que consultant McKinsey. Ça, c'est l'axe de défense. Alors, il y a deux choses. En ce qui concerne l'application des lois fiscales, certes, il y a des lois fiscales qui permettent ce qu'on appelle les prix de transfert, c'est de la facturation par une maison mère à ses succursales à l'étranger de prestations qui viennent diminuer le bénéfice. Mais la question est de savoir si elles ont été appliquées correctement, loyalement, ces lois. Ce que j'ai observé, moi, c'est que parmi tous les grands cabinets de conseil, grands et moyens, qui sont intervenus notamment au service de l'État, McKinsey est le seul à n'avoir rien payé pendant 10 ans en matière d'impôt sur les sociétés, alors qu'il est une des plus grosses signatures sur le marché en la matière. Ouais. Donc c'est quand même étonnant. Quand on m'a demandé, quand vos confrères de France 2 m'ont demandé si c'était atypique, je leur ai dit c'est même pas atypique, c'est unique. Donc ça interpelle forcément. Ouais. Ensuite, pour ce qui est des comportements juridiquement possiblement répréhensibles, encore une fois, c'est la justice qui le dira. Oui. Mais là aussi, il y a quand même des faits un peu troublants, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Mais à propos, vous parlez de déontologie tout à l'heure. On a l'impression que avec Emmanuel Macron, toutes les lignes rouges de la déontologie ont explosé. On apprend cette semaine que l'ancienne ministre Aurore Bergé aurait elle aussi menti sous serment à propos de ses rapports avec le monde des crèches privées. C'est vraiment une pratique du lobbying particulier qui est rentrée dans les institutions avec cette entrée d'Emmanuel Macron en politique, non ? Donc le mensonge ne peut pas être une modalité de gestion des politiques nationales, c'est clair. Je pense que c'est d'autant plus paradoxal que la culture déontologique s'impose maintenant progressivement. Elle a fait beaucoup de progrès au Parlement, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, où on fait attention à accorder beaucoup d'importance à la transparence et à la prévention des conflits d'intérêts notamment. C'est plus que paradoxal qu'au niveau gouvernemental, on a eu en effet affaire à des comportements tels que ceux-ci, surtout que c'est à l'initiative d'Emmanuel Macron que la loi de 2017 a été votée justement pour assurer déontologie et transparence de la vie publique. Ouais, on est loin du compte en réalité. Et d'ailleurs, il y avait dans le reportage sur McKinsey, Stanislas Guerini, qui était ministre de la fonction publique, qui expliquait avoir mis fin, par exemple, aux missions pro bono qui ont eu lieu largement. Alors le pro bono, c'est quand ces cabinets de conseil travaillent gratuitement pour organiser des grands événements, Tech for Good ou d'autres choses comme ça, et ça leur permet en fait d'avoir accès à de grands chefs d'entreprise, à tous les ministres, et on voyait les consultants McKinsey épauler les ministres lors de tables rondes. Tout ça se passait sous les ors de l'Élysée. Est-ce qu'il y a là aussi des pratiques qui sont en train d'évoluer du fait à la fois de la justice et puis de ces commissions d'enquête et de dire un peu qu'il y a eu beaucoup trop d'abus? Monsieur Guerini a mis fin au pro bono, comme il le prétend. C'est bien évidemment sous la pression très très forte du vote de notre proposition de loi qu'il interdit, et sur le scandale global que nous avons dénoncé. Ouais. Donc ça n'est pas vraiment une bonne intention de la part de M. Guerini, c'est une action contrainte et forcée. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas du pro bono? Parce que c'est le principe du don et du contre-don. Ouais. Quelqu'un vient chez vous, s'installe et vous fait le ménage, etc.
et ensuite, gratuitement, tout ça. Et évidemment, après, il attend le juste retour de ses bons services et une forme de favoritisme dans l'attribution de marchés publics, c'est évident. D'autant que, évidemment, dans l'administration, maintenant, on le connaît, peut-être est-ce qu'on l'a apprécié, pourquoi pas. Mais de toute façon, quelque part, on en est redevable et ça, c'est une situation totalement malsaine. Donc ça fait partie des questions déontologiques qu'on traite dans notre proposition de loi en interdisant purement et simplement le pro bono. Ouais. Et concernant M. Guerini, j'ajouterais que il n'a eu de cesse de dire que cette proposition de loi répondait à des questions fondamentales, que c'était tout à fait formidable le travail qu'on avait fait. Et dans le même temps, lui et ses amis du gouvernement ont tout fait pour que cette proposition de loi ne se soit pas examinée à l'Assemblée nationale. Et quand elle l'a été, sous la pression et tardivement, et par l'inscription dans une niche d'un groupe politique d'opposition, en l'occurrence du Parti communiste. Non, c'était en fait après, plutôt dans une semaine transpartisane, mais sous pression après ce genre de tentative. Bref, quand ça s'est fait, ils ont ensuite déployé tout leur lobbying en séance publique pour désosser, pour dévitaliser cette proposition de loi. Donc moi, je suis très très en colère de ce comportement. On ne peut pas dire que cette proposition de loi est nécessaire, qu'il faut moraliser ces interventions, sans les interdire, bien évidemment, encore une fois, mais les moraliser et dans le même temps faire tout pour que ça ne parvienne pas à ses fins. Mais on a vu également la façon dont le gouvernement a fait mariner Anticor, cette association qui pouvait se porter partie civile dans les affaires de corruption, pour son agrément. Il a fallu attendre le départ de Gabriel Attal, forcé et contraint encore une fois, pour rendre l'agrément à Anticor. Il y a quand même beaucoup d'indices qui montrent qu'il y a un problème de transparence vis-à-vis du gouvernement actuel, ou du moins du parti présidentiel, qui se rend compte que il ne va pas avoir le pouvoir toute sa vie et que peut-être les affaires vont le rattraper. Oui, un des intérêts aussi de la commission d'enquête, c'est d'avoir levé un certain nombre de pistes, et nous avons évidemment suggéré, si tant est qu'il était besoin de le leur suggérer à vous-même et à vos confrères, de demander des documents que nous avons mentionnés dans notre rapport. Il faut savoir que toutes les pièces, dans une commission d'enquête, on peut obtenir toutes les pièces que l'on demande auprès de l'administration, mais nous n'avons pas le droit, c'est la loi qui nous l'interdit, de les communiquer en public après. Ce que nous pouvons faire, c'est en publier des extraits dans notre rapport, ou nous appuyer sur un certain nombre de conclusions qui émanent de ces pièces. Mais on ne peut pas, évidemment, les fournir au public, malheureusement. Mais il n'empêche, comme ces pièces existent et sont listées dans notre rapport, vous-même, la presse, les associations que vous avez mentionnées, les ONG qui s'occupent de transparence de vie publique, peuvent les demander aux administrations. Et là, qu'est-ce qu'on constate ? Ça a été rappelé dans le reportage de France 2, c'est que là aussi, ce n'est que contraint et forcé, après jugement de tribunaux, que l'administration se décide à les communiquer. C'est totalement anormal. Ouais. Eh bien, on va continuer de parler de ces anomalies, pour ne pas dire de ce système McKinsey au cœur du projet d'Emmanuel Macron, avec notre invité Arnaud Bazin, sénateur LR du Val d'Oise, qui était président de la commission d'enquête sur les cabinets de conseil. Si vous souhaitez poser vos questions, 0826 300 300, on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Arnaud Bazin, sénateur LR du Val d'Oise, qui était président de la commission d'enquête sur les cabinets de conseil. On parle bien sûr beaucoup de McKinsey, vous l'avez dit, mais ce ne sont pas les seuls. Aujourd'hui, est-ce que cette pratique, en fait, de recours à l'expertise des cabinets de conseil privés est le lot commun des collectivités locales aussi, des régions, des départements? Est-ce qu'il n'y a pas que l'État qui abuse de ces cabinets de conseil? Nous n'avons pas enquêté sur ce périmètre des collectivités territoriales, puisque l'intitulé de la commission d'enquête, c'était sur les politiques publiques de l'État. Donc, nous n'avons pas eu à le regarder. La situation est quand même fondamentalement différente, me semble-t-il, dans les collectivités territoriales. D'abord, en matière de transparence, il y a des oppositions dans chacune des assemblées, que ce soit les communes, les départements, les régions, qui peuvent demander l'ensemble des documents concernant un certain nombre de dépenses qu'ils peuvent repérer à travers les comptes administratifs, les budgets, etc. Donc, il y a cette fonction de transparence et de contrôle, elle est quand même, elle trouve à s'opérer, si vous voulez, par la structure même de la vie démocratique dans ces collectivités. Ça, c'est une première chose, alors que pour l'État, on n'avait rien.
j'ajoute que nous avons demandé, et on a mis ce point-là dans notre proposition de loi, un document budgétaire tous les ans de la part de l'État qui nous permette de retracer ces dépenses réelles. Il a été fourni un document tout à fait incomplet, lacunaire, et qui n'est pas exploitable en fait. Donc aujourd'hui, l'objet de la bataille, c'est toujours de faire voter cette proposition de loi pour obtenir cette transparence, cette clarté. C'est incroyable parce que on voit exactement la même chose avec ces notes plafonds qui ont été réclamées par Charles de Courson et Éric Coquerel de la Commission des finances de l'Assemblée, qui n'ont pas été transmis à temps. Enfin, il y a une opacité organisée au sommet de l'État et puis une démocratie faible, plus faible que dans les collectivités territoriales finalement, quand on voit comment l'Assemblée, l'Assemblée nationale a lutté pour la proposition de loi pour être finalement du côté des cabinets de conseil plutôt que du côté de l'intérêt public. C'est inquiétant pour les citoyens français de voir ça. Tout à fait. Et le deuxième point de différence pour compléter le propos sur les collectivités territoriales, c'est que les collectivités territoriales ne font pas la loi. Dans notre pays, la loi est votée par le Parlement à l'initiative le plus souvent, et pour les textes les plus importants, du gouvernement. Donc l'impact des cabinets de conseil est évidemment complètement différent. C'est plus opérationnel pour mettre en œuvre justement ces politiques dans les collectivités territoriales, tandis qu'il s'agit de la définition même des politiques de l'État qui elle, nous intéressait. Voilà la différence fondamentale. L'autre sujet est gravissime, c'est aussi la standardisation du fait de l'utilisation de ces cabinets de conseil qui promulguent les mêmes conseils quel que soit le pays. On se rappelle bien sûr de la crise du Covid. C'était Monsieur Castex, Premier ministre, qui récitait les différentes présentations McKinsey tous les jeudis, qui étaient des copier-coller en fait des mêmes préconisations pays par pays, tout ça payé, multiplié par X budget public. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque aussi de dérive où il y aurait une sorte de gouvernement mondial, alors c'est pas mondial de facto, mais les mêmes pratiques qui aboutiraient aux mêmes erreurs dans tous les pays parce que les cabinets de conseil ont trop d'influence? Oui, vous signalez un risque évident que nous avons relevé, et dans notre rapport, nous avons donné des pièces qui montrent concrètement, qui prouvent ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que en Australie ou en France, on avait exactement le même PowerPoint modulo quelques très légères modifications, lequel PowerPoint d'ailleurs avait pu être produit en Inde pendant la nuit sur les directives qui étaient données dans tel ou tel pays. Donc c'est une organisation internationale qui vise à en effet vendre manifestement plusieurs fois la même chose et utiliser les données qui sont transmises par chaque État pour créer de la valeur. Donc c'était aussi un sujet d'importance. Mais parce que derrière, l'idée, c'est, comme le disait Jean-Michel Blanquer, c'est que McKinsey a une expertise internationale. Mais en réalité, c'est du vol de données. On est là avec des États qui payent une société pour donner des données sensibles pour qu'ensuite ces sociétés puissent faire un business à l'étranger en disant, nous, on a une vision à 360 de ce qui se passe. À quel moment un responsable de l'État se dit que c'est normal et que c'est que la chose à faire? Moi, ça me choque. Mais ça a choqué tout le monde dans la commission d'enquête également. Je signale aussi qu'il y a un autre problème lié à ces interventions, notamment dans le domaine sanitaire. On va prendre un exemple, c'est le conflit d'intérêts, outre l'utilisation des données. Pour l'utilisation des données, nous avons prévu les dispositions de la proposition de loi pour remédier à ce que vous venez de dénoncer, mais il y a aussi purement et simplement les conflits d'intérêts. Vous avez un cabinet de conseil qui, d'un côté, va conseiller l'État pour la logistique et la mise en place de sa politique vaccinale, et de l'autre côté, va conseiller un laboratoire qui est celui qui va fournir les vaccins. Pfizer. Alors, on va vous expliquer que, bien évidemment, il n'y a pas d'interférence, que les consultants ne sont pas les mêmes et qu'on fait très attention parce que dans les cabinets de conseil, on a aussi une déontologie. Nous, on ne peut pas accepter, évidemment, cet aspect purement déclaratif, et il nous faut des garanties sérieuses qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Et pour ça, il faut des déclarations d'intérêts auxquelles manifestement, les cabinets de conseil étaient très très réticents et qui ont été d'ailleurs assez limités dans la version du texte que nous avons proposé par l'Assemblée nationale. Alors nous y sommes revenus. Il faut que ces déclarations d'intérêt soient complètes et concernent tous les intervenants, parce que c'est pas acceptable de penser que d'un côté un laboratoire
va être conseillé par un cabinet de conseil qui va conseiller l'État dans la définition de sa politique vaccinale. Ça, c'est quand même extrêmement choquant. Oui, c'est choquant et scandaleux. Et ça rappelle un autre cas de figure, cette opacité organisée, c'est celle de la Commission européenne. On se rappelle bien sûr de Madame von der Leyen qui échangeait des textos avec Monsieur Bourla, président de Pfizer. Textos que la justice n'a jamais vus, ces contrats qui étaient caviardés pour savoir pourquoi tant de milliards auprès d'un seul fournisseur. Le travail qu'ont fait les élus français par rapport à l'influence des cabinets de conseil en France, il est salvateur pour la France. Est-ce que au niveau européen, on a des chiffres également de l'ampleur du désastre ? Non, nous n'avons pas évidemment porté nos travaux, puisque nous sommes cantonnés à notre pays, à la France, pour des raisons institutionnelle évidente, mais ce que je sais, c'est que nos travaux ont inspiré aussi des collègues dans d'autres pays, notamment au Canada, où si on a regardé de près l'influence de ce cabinet de conseil, je me permettrai de leur conseiller de regarder d'ailleurs l'influence de tous les cabinets de conseil, parce qu'encore une fois, il ne faut pas que l'arbre McKinsey cache la forêt cabinet de conseil, ça serait une erreur stratégique fondamentale. Ouais. Le sujet est beaucoup plus vaste et il doit être traité dans les démocraties. Alors, il y a quelques pays, en effet, qui ont fait ce travail. Le Canada me revient en tête, mais je sais qu'il y en a quelques autres. Au niveau européen, peut-être. En ce qui concerne l'aspect européen, je n'ai pas de données. Ouais. Le comité de déontologie parlementaire du Sénat, que je préside par ailleurs, a fait un travail sur la représentation d'intérêts et les améliorations. On a aussi, à cet égard, les améliorations nécessaires. On a McKinsey cache et revient en tête, mais je sais qu'il y en a quelques autres. Je n'ai pas de données que je préside par ailleurs à présentation d'intérêts. À cet égard, les représentants d'intérêts. J'espère qu'elle sera d'ailleurs prochaine. Un gros sujet. Alors, la Commission européenne en particulier, en tant que citoyen, que beaucoup mieux encadré dans notre propre Parlement, j'ai été très très surpris de constater que c'est pas du tout le cas. Ouais. Je crois que là encore, il faut au Parlement français, on doit être exemplaire et j'espère encore une fois qu'on va faire quelques progrès supplémentaires, mais au niveau européen, je pressens qu'il y a des gros progrès à faire pour limiter l'influence des lobbies. Pour dire ça de manière très diplomatique. Merci beaucoup. Je suis sénateur. Absolument. Et on peut vous remercier pour ce travail d'intérêt public sur les cabinets de conseil et d'ailleurs de nombreux rapports du Sénat qui sont là pour rappeler toujours l'intérêt public compte tenu de l'influence des lobbies dans la gestion de l'État et des affaires publiques qui peut inquiéter. C'est un vrai sujet démocratique. Quand vous le dites, c'est pas seulement McKinsey, c'est vraiment une manière de voir l'action publique qui est en train de ravager les services publics et de dévoyer finalement le rôle de l'État. Merci beaucoup Arnaud Bazin, sénateur LR du Val d'Oise, d'avoir répondu à nos questions sur Sud Radio. On va se retrouver en deuxième partie puisqu'on reste ensemble jusqu'à 14h avec Fabrice Eppelboin, spécialiste des réseaux sociaux et enseignant à Sciences Po, pour parler de la technologie au cœur là aussi du pouvoir, lutte entre oligarques et législateurs et puis aussi ces nouvelles guerres de la technologie. Si vous souhaitez nous joindre, 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. C'est démocratie et on peut pas dire que ça soit bien passé, ni là-bas ni ici. C'est un crash test plutôt. Malheureusement, ça a révélé des choses qui sont pas très glorieuses pour nos démocraties. Je pense qu'il va malheureusement falloir attendre encore un peu pour regarder en face ce qui s'est passé. Ouais. Mais effectivement, les Twitter Files sont un bon moyen de regarder ça en face et de s'apercevoir que la liberté d'expression, que ce soit aux États-Unis ou en France, et c'est surprenant pour les États-Unis, n'est pas vraiment garantie et peut s'interrompre. En l'occurrence, elle s'est interrompue et pour ce qui est de Facebook, elle n'a jamais repris. Encore aujourd'hui, il y a une censure incroyable sur Facebook. La liberté d'expression dont on dispose, nous, petits citoyens d'une vague colonie américaine, ne tient
soutien qu'a Elon Musk aujourd'hui. Ouais, et encore, quand on voit ce qui s'est passé au Brésil, la vision de la liberté d'expression américaine, elle ne vaut pas dans tous les pays, ni la France, ni le Brésil. Non, je rappelle qu'un juge donc a censuré, a interdit X parce que c'était discours de haine, d'extrême droite, etc. Alors oui, il y avait un rapport de force qui était pas sans rappeler les passes d'armes entre Thierry Breton et Elon Musk. Mais la même chose. Si ce n'est que là, ça a dégénéré. Là, à un moment, ça s'est vraiment aggravé. Le juge Alexander a censuré Twitter et Elon Musk a commencé à faire fuiter des informations sur les requêtes faites par la justice brésilienne pour censurer tout un tas d'opposants politiques. Un camp politique, en l'occurrence, oui. Bolsonaro. Non. C'est ce que je pensais au début. Il a censuré Bolsonaro. Après tout, c'était un juge de gauche. Ça paraissait logique. Mais en fait, on s'aperçoit à travers ces fuites que c'est loin de se cantonner au camp Bolsonaro. Il y a typiquement un Podemos, qui n'est pas le même que le parti espagnol, mais c'est vraiment centre droit, qui dénonçait les violences policières, qui a été censuré aussi. Donc c'est pas du tout exclusif à Bolsonaro. Visiblement, la justice brésilienne a totalement outrepassé ses droits et s'est mis à censurer tout un tas de politiques. Et on parle d'élus, hein, c'est pas juste citoyens de base. Donc on imagine qu'il n'y a pas qu'au Brésil, aux États-Unis que ça a eu lieu, mais pour l'instant, les fuites n'ont lieu qu'au Brésil, aux États-Unis. Mais ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est quand même une lutte assez pas nouvelle parce qu'elle existe, mais plus intensifiée entre les régulateurs, les censeurs, ceux qui vont dévoyer la justice et la démocratie, la liberté d'expression, et les plateformes qui sont obligées d'obéir sous peine de lourdes amendes ou sous peine de voir des marchés se fermer derrière elles. C'est pas des régulateurs. Quand on a un juge de la Cour suprême, de la, je sais plus quelle instance brésilien, qui outrepasse et viole la loi brésilienne, il se comporte pas en régulateur, il est pas non plus élu. Thierry Breton. Mais il est pas inquiété aujourd'hui, le juge Alexander. Non, mais ça c'est la justice brésilienne, c'est leur problème. Thierry Breton n'est ni élu, alors il est certes régulateur, mais très clairement dans ses menaces et dans les menaces que faisait Elon Musk de révéler des demandes de censure, on n'était pas dans le cadre d'une application de la loi. Donc on n'est pas dans le cadre d'un rôle de régulateur. Que ces gens-là soient des régulateurs ou des juges, très bien, mais ils ne se comportent pas comme tels, ils n'obéissent pas aux lois qui c'est des gens qui sont censés... Les lois sur la liberté d'expression et la règle de droit. On a vu... mais ils outrepassent la règle de droit. Complètement. La censure de RT France, par exemple, qui était hors cadre de qui était également totalement hors cadre, mais qui avait le mérite d'être relativement claire et transparente. Là, on a des choses qui se passent sous le manteau. C'est-à-dire qu'on censure sans que le grand public soit au courant. RT News, tout le monde était au courant. On peut être pour ou contre cette interdiction, mais toujours est-il que c'était pas quelque chose fait en douce à l'insu de tout le monde. Là, on parle vraiment de choses qui sont faites derrière le dos, sans que qui que ce soit ne puisse en avoir conscience. C'est bien plus pervers comme censure. Mais est-ce que, alors c'est un débat aussi qui revient souvent, la question de la démocratie. Est-ce qu'on est vraiment dans des démocraties ou qu'est-ce que ça veut dire démocratie aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas dans un simulacre? Est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose de très limité en termes de liberté et en termes de choix aussi? Puisqu'on voit bien que la censure de certains camps politiques, et c'est, je crois, Meta qui a censuré pas mal d'influenceurs d'extrême droite. Qui sont revenus entre-temps. Mais il y a quand même une première vague de censure. On voit bien que ces plateformes internationales jouent avec les opinions politiques nationales. Très clairement. Typiquement sur Meta, tout ce qui n'est pas aligné avec le gouvernement est censuré. Et on va censurer aussi bien des élus d'extrême droite, des médias d'extrême droite, des influenceurs d'extrême droite que typiquement tout ce qui touche Gaza, donc plutôt l'extrême gauche. Tout ça est censuré et on ne voit que ce qui est conforme à la doxa, ainsi que des petits chats. Et ce qui en fait une plateforme aujourd'hui d'entertainment. Mais il ne faut pas imaginer un instant qu'on puisse refaire les gilets jaunes sur Facebook. Ça n'arrivera plus. C'est impossible. D'ailleurs, quand il y a eu les émeutes de banlieue en juin, c'était Snapchat qui était montré du doigt et TikTok. Et là, les deux services ont fait un blackout à la demande des autorités immédiatement. Alors pas pendant les émeutes, parce qu'ils ont mis du temps à s'apercevoir qu'il y avait un problème, et puis c'est bien gentil de faire un blackout, mais encore faut-il le prévoir à l'avance. Là où il y a eu un blackout, c'était plutôt en Nouvelle-Calédonie. Oui. Ils ont carrément débranché Internet, hein, c'est ça? Ils ont imaginé dans un premier temps débrancher des antennes. Parce que la façon la plus propre de faire un blackout dans ce genre de situation, c'est de débrancher les antennes qui sont sur les lieux d'émeute. Vous perturbez pas quoi que ce soit aux alentours, c'est juste la cité qui est en train de faire une émeute. Vous n'avez plus de 4G, et donc vous n'avez plus de possibilité de vous coordonner, vu que Snapchat servait à la coordination.
En Nouvelle-Calédonie, visiblement, techniquement, c'était pas possible. Donc, ils y sont allés de façon plus brutale, comme n'importe quelle dictature. On coupe Internet à l'occasion d'émeutes depuis quasiment 4 ans. On ferme le pays, on a vu ça. On ferme carrément le pays. Turquie, mais là, ils ont essayé de jouer la subtilité. Ils ont probablement anticipé le fait de pouvoir le faire un jour en métropole. C'était techniquement pas possible. C'est un test, là, encore ? Ah non, on n'en est pas au niveau du test. Ils se sont dit que vraiment la façon la plus propre de faire ça, c'est vraiment de couper une antenne. Les antennes, c'est pas des antennes comme les antennes râteaux pour recevoir la télé ou la TNT. C'est un ordinateur avec un dispositif pour émettre. Donc ça, on peut en prendre le contrôle à distance et on peut très précisément éteindre certaines antennes. Ça a un inconvénient, c'est que du coup, on se coupe d'un moyen de référencer qui participe aux émeutes. Après, il y a ce qu'on appelle les SIM-catchers, qui sont des dispositifs c'est pour de renseignement pour intercepter tous les numéros qu'il y a à proximité. Vous n'allez pas intercepter typiquement ce qui se passe sur Snapchat avec du SIM-catcher. Non, c'est pas très utile dans ce cas de figure. Ça a d'autres intérêts, mais c'est pas très utile dans ce cas de figure. Là, dans l'absolu, pendant les émeutes de l'été dernier, les antennes GSM ont servi à référencer tous les participants, parce que comme tout le monde est parti avec un téléphone dans la poche, c'était extrêmement simple de repérer ceux qui se baladaient à 3h du matin. Ça a servi sans doute à nos renseignements d'établir des listes. En Calédonie, la situation était plus grave, vu qu'on s'en prenait pas seulement aux biens, mais aussi aux personnes. Là, ils ont coupé tout. Mais si on regarde aussi le précédent en Grande-Bretagne, avec les émeutes qu'il y a eu après l'assassinat des fillettes à Southampton, pour un post Facebook, vous faites de la prison maintenant. Est-ce que ça va venir chez nous, ça aussi? Est-ce que c'est déjà en Grande-Bretagne? En Grande-Bretagne, depuis qu'on emprisonne pour un statut Facebook, il y a pas loin de 5000 personnes qui ont connu ces déboires. Donc ça n'a rien de nouveau en Grande-Bretagne, ça a juste été l'occasion de s'apercevoir qu'effectivement, la liberté d'expression n'existait plus du tout en Grande-Bretagne, alors que, rappelons-le, c'est quand même beaucoup plus proche de la Constitution américaine, même s'ils n'ont pas de Constitution, c'est beaucoup plus proche de l'esprit de la Constitution américaine que nous. Mais la Grande-Bretagne, non, c'est fini depuis belle lurette. Nous, il y a eu une tentative, vous vous rappelez, d'une fille qui avait posté un statut insultant vis-à-vis du président de la République, qui s'était retrouvée en garde à vue. C'est pas allé plus loin que ça, étant donné le scandale que ça a fait. Ça viendra peut-être. Pour l'instant, on n'en est pas là. On a quand même les Anglais ont pris une longueur d'avance sur nous là-dessus. Clairement. Et nous, on voit bien qu'il y a quand même cette lutte de la censure, la liberté d'expression, avec un cadre qui est de plus en plus contraint. On a eu la loi Avia d'abord, qui est pas passée, mais qui est revenue par la fenêtre. Et on continue de vouloir censurer pour le bien des populations les discours de haine et la désinformation. Vous parlez tout à l'heure des tiers de confiance dans le DSA. Des signaleurs de confiance. C'est encore pire, c'est-à-dire que on a l'Arcom chez nous qui régit le paysage audiovisuel et numérique, et l'Union européenne va demander aux uns et aux autres de trouver des signaleurs de confiance, donc des censeurs politiques en quelque sorte, des internets. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui sont ces signaleurs de confiance. L'idée du DSA, c'est de permettre à tout un chacun de signaler quelque chose qui pose problème. Le problème, c'est que si vous filez ce genre d'outil à 400 millions d'utilisateurs européens, ils vont s'organiser en meute, ça va être un bordel incroyable. Donc on peut toujours chacun de son côté signaler, mais ça n'a aucune chance de remonter aux oreilles des réseaux sociaux, parce qu'ils ne sont pas en mesure de gérer une telle quantité d'informations. Et du coup, le DSA a prévu, à travers les autorités de régulation locale, l'Arcom en France, de nommer des signaleurs de confiance, qui peuvent être des associations, des ONG, un peu ce qu'on veut, qui eux auront vraiment un poids dans leur signalement. Et effectivement, ça donne une espèce de privatisation de shérif, de la liberté d'expression. Commissaire politique, là on est quasiment, c'est commissaire plutôt politique, le commissaire politique, il juge. C'est vraiment le shérif qui ramène au juge. Le juge, c'est les réseaux sociaux, qui ont toujours cette tâche de... Mais sauf que si c'est signalé par un signaleur de confiance et que les réseaux sociaux n'obtempèrent pas au signaleur de confiance, là il peut y avoir une procédure juridique. Et là, il peut y avoir une méchante amende. Donc, on imagine que les réseaux sociaux vont quand même regarder de façon très attentive ce que les shérifs de la liberté d'expression vont leur amener dans leur filet. Et le problème, c'est qu'on n'a pas la moindre idée de qui sont ces signaleurs de confiance. Et même de qui va les nommer. C'est l'Arcom. Mais par quel processus? Un vote un processus qu'on voit par exemple au Vatican avec la petite fumée blanche. C'est selon le bon vouloir un conclave de l'Arcom qui va nommer. Alors on ne sait pas qui.
Ils sont vraisemblablement... J'ai une petite idée quand même. Oui, on a tous une petite idée. Et du coup, cette petite idée explique la raison de ce silence. Parce que effectivement, c'est le jour où les shérifs de liberté d'expression sont connus, ça risque... il faudra respecter la petite étoile du shérif qui va être là pour dire comment ça se passe. Mais c'est terrible. On va parler de cette privatisation à la fois de la liberté d'expression sur Internet, aussi de l'évolution d'Internet depuis les débuts. Deux mondes qui s'ignoraient, la politique et la technologie, aujourd'hui qui sont en train de s'imbriquer, et pas pour le meilleur des mondes, ou plutôt pour le meilleur des mondes, mais pas celui-là. Au sens relié du terme. Et puis bien sûr, on reviendra sur la technologie au cœur des conflits. Pour nous joindre, réagir, poser vos questions, 0826 300 300 au standard de Sud Radio. On se retrouve avec notre invité Fabrice Eppel. Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec notre invité Fabrice Eppelboin pour parler de cette guerre à bas bruit entre les États et les réseaux sociaux, la façon dont la parole est de plus en plus contrainte finalement. Là où la promesse d'Internet était quand même un espace de liberté, un nouvel espace de liberté, on se retrouve avec des enclos numériques finalement, avec des règles de la communauté, avec des DSA, des réglementations internationales qui poussent à contraindre toujours davantage la parole. Et puis il y a eu l'émergence des messageries cryptées ou non, qui ont vu aussi une nouvelle façon de faire de l'influence et de libérer la parole, dont Telegram. Telegram fondé par Pavel Durov, un citoyen russe qui a obtenu la nationalité française, mais aussi émirati, qui avait fondé vContact, qui était une sorte de Facebook russe, et puis qui est parti de Russie. Et ce Pavel Durov, c'était à la fin du mois d'août, il me semble, a été arrêté par les autorités françaises parce que Telegram, la plateforme qu'il avait fondée, ne collaborait pas suffisamment avec les différents enquêteurs, notamment au sujet de crimes organisés, de pédocriminalité. Entre autres, il y avait une douzaine de chefs d'inculpation. C'était très long. La liste était très longue. Il y avait un des chefs d'inculpation qui était honnêtement tout à fait valable. Il ne coopère pas avec la justice. Ça s'entend. Et on peut comprendre que la justice française lui tape sur les doigts là-dessus. Par contre, il y avait 11 autres chefs d'inculpation qui étaient extrêmement discutables. De mémoire, il y en avait 3 qui concernaient la cryptographie utilisée sur sa plateforme. Ce qui veut dire, la cryptographie, ça semble abscon, mais ça veut dire concrètement la capacité à préserver la vie privée. C'est un fondamental de la démocratie. Les plus hautes instances judiciaires européennes le reconnaissent elles-mêmes. Sans vie privée, il n'y a pas de démocratie. Et puis, il y avait 9 autres chefs d'inculpation qui concernaient la complicité de toute forme de crime présent sur la plateforme. Avec 1 milliard d'utilisateurs, il y en a. C'est impossible en réalité, mais à ce moment-là, tous les propriétaires de plateformes, tous les mêmes de fournisseurs d'accès Internet, de fournisseurs d'accès Internet, de plateformes, d'hébergeurs peuvent se retrouver en garde à vue demain. C'est impossible. Pourquoi la justice française a fait ça à Pavel Durov ? Alors ça, j'en ai aucune idée parce que d'un point de vue strictement judiciaire, c'est pas très sérieux. Ben non. C'est vraiment pas très sérieux. Ou alors c'est vraiment un message d'intimidation, c'est pour dire regardez, on peut aller jusque là si vous voulez. Oui et non. Le truc c'est que la justice française a préparé l'arrestation de Pavel Durov dans le plus grand secret, c'est ce qu'a révélé le Canard enchaîné dans les jours qui ont suivi l'arrestation, de façon à éviter les interférences de l'exécutif. Sinon, Emmanuel Macron aurait pu prévenir Pavel Durov et lui dire d'éviter de passer par Paris. En plus, il a l'immunité, donc et puis c'est Emmanuel Macron qui a fait le forcing pour que Pavel Durov ait la nationalité française contre l'abus des services à l'époque. Tout à fait. Emmanuel Macron voulait absolument que Telegram s'installe à Paris parce qu'il était en train de construire la Startup Nation au début de son mandat. Pavel Durov a dû jeter un œil au code des impôts, il s'est dit que c'était pas une bonne idée. il s'est plutôt installé aux Émirats Arabes Unis, ce qui d'un point de vue fiscal était beaucoup plus malin, mais malgré tout, il était preneur d'un passeport que lui avait proposé Emmanuel Macron et puis qu'il a fini par obtenir de mémoire en 2021 ou 2022. Oui, de manière accélérée. Et tout. Il avait proposé. Il a fini par 2020. Exact. De façon. On a décoré aussi nombre de patrons de la tech. Pourquoi pas ? C'est pas ce qui me choque le plus dans l'histoire. C'est le plus gros, à mon avis, l'éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est vraiment la capacité de la justice française d'arrêter avec
une liste à la Prévert de chefs d'inculpation qui fait grincer énormément de dents et surtout qui fait très peur dans le monde de la techno, où il y a beaucoup de gens qui vont éviter, qui vont réfléchir à 2 fois avant d'aller passer un week-end à Paris, en se disant que finalement Rome c'est très joli aussi. Et puis le fait de se planquer pour pouvoir avoir une action judiciaire, ça dit beaucoup sur l'état de la démocratie en France. Hein, Et puis là, on a vu effectivement un Pavel Durov arrêté. Et puis maintenant, plus ou moins assigné, enfin il a pas l'autorisation de quitter le territoire français, il est sous contrôle judiciaire. Et puis petit à petit, effectivement, cédé à des demandes. Il y a certaines fonctionnalités de Telegram qui étaient hautement discutables, hein, qui ont disparu. Et on imagine qu'il a donné quand même pas mal d'informations à la justice. Et puis les révélations se sont enchaînées. On a appris que les services français et les services émiratis avaient espionné l'iPhone de Pavel Durov, vraisemblablement avec le fameux Pegasus, dès 2016. Donc ça, c'est une opération qui a vraisemblablement été déclenchée sous l'autorité de Bernard Cazeneuve, et puis Macron qui a pris la suite. Ensuite, on a appris par le Wall Street Journal que les services français avaient comme objectif de péter les sécurités de Telegram de façon à pouvoir l'espionner. Et puis on n'a pas appris, on savait depuis longtemps, c'est une notoriété publique, ça fait l'objet de nombreux articles, que toute la Macronie était complètement fanatique de Telegram, qu'il y avait des milliers de groupes qui servaient aussi bien aux députés à travailler avec leurs assistants parlementaires, à déconner ensemble, à organiser leurs loisirs, à organiser les raids de trolls, de Marlène Schiappa, tout ça s'organise sur des groupes Telegram. Absolument. Et donc l'information sensible. Information extrêmement sensible, et le problème, c'est que rien de tout ça n'est chiffré. La réalité du chiffrement sur Telegram, c'est que on peut, si on établit une communication entre 2 personnes, en option, si on le demande, chiffrer la communication, mais que pour le reste, absolument rien n'est chiffré, tout est sur les serveurs de Telegram. Alors chiffré sur les serveurs de Telegram, mais c'est un autre type de chiffrement, et Telegram y a accès. Et donc ça pose question sur la capacité qu'a Telegram à jouer les WikiLeaks. Et ça pourrait tout à fait arriver parce que Pavel Durov a un frérot qui est son associé dans Telegram, qui est le cerveau en matière de technologie dans le duo, et qui lui est plus proche. Il faut savoir que les Émirats, d'un point de vue géopolitique, se déchirent notamment à travers le conflit israélien entre ceux qui veulent s'accrocher aux accords d'Abraham, des accords de paix entre le monde arabe et Israël, dont la tête de proue est Mohamed Ben Zayed, qui est aujourd'hui le grand patron des Émirats arabes unis, et puis un autre camp qui, lui, verrait plutôt d'un bon œil le fait d'aller voir du côté des Chinois et accessoirement des Russes, considérant comme l'essentiel du Moyen-Orient que l'Empire américain, c'est fini, que désormais il faut se tourner vers la Chine. Et c'est dans ce mouvement d'abandon de l'Empire américain pour aller vers la Chine, qui est déjà largement entamé, hein, c'est comme ça qu'on leur a vendu des Rafales plutôt que des F-16, que les Français se sont incrustés dans cette économie qui est extraordinaire et extrêmement généreuse. C'est comme ça qu'on leur a vendu des Rafales, c'est comme ça qu'on leur a vendu tout un tas de choses extrêmement obscures dans le monde du cyber, et qu'on a profité de la place vacante laissée par les Américains pour se faire une petite place au soleil qui, au final, est assez précaire, parce que plus la guerre à Gaza dure, plus les accords d'Abraham se fragilisent. S'ils se fragilisent au point de se rompre, si par exemple Kamala Harris venait à être élue présidente à la prochaine élection présidentielle américaine, là on a vraiment un risque, et c'est un risque pour l'équilibre de la France, que les accords d'Abraham s'effondrent et que du coup les Français se fassent dégager comme des malpropres. Et dans ce cas de figure, on aurait certainement les conversations de la Macronie disponibles sur WikiLeaks. Ce qui serait très drôle. Soyons pas hypocrites, ça serait très drôle, mais ça aurait des conséquences dramatiques sur l'équilibre de la France. Comme on a eu les Macron Leaks, qui étaient taxés de dossiers conspirationnistes, où on avait toutes ces affaires entre McKinsey et La République En Marche, qui étaient réelles et qui étaient bien dans ces Macron Leaks. Ça a été au tout début, pendant la campagne, et c'était déjà là, public, dans ces documents. Oui, complètement. Ouais. C'est les Macron Leaks. Alors moi j'ai vu ça à l'époque, c'était drôle parce que j'avais organisé des ateliers à Sciences Po où j'avais donné un exercice à mes élèves qui consistait à essayer de déstabiliser le régime français en utilisant des sources WikiLeaks, de façon à ce qu'ils comprennent quel était le rôle géopolitique de WikiLeaks et comment on pouvait à travers de l'information déstabiliser un régime. Et
quelques mois plus tard, on a eu les Macron Leaks. Les Macron Leaks, pour les gens qui s'intéressent à la politique, étaient surtout une occasion de voir des comptes de campagne et la façon dont on gérait, notamment à travers les emails de Cédrico, dont on gérait au quotidien une campagne politique. Et c'était objectivement très intéressant d'un point de vue strictement, vraiment pour des élèves de Sciences Po. En dehors effectivement de la participation de McKinsey, qui à l'époque avait pas choqué plus que ça. Et non. Ça n'a rien d'extraordinaire, malheureusement, hein. C'est pas nouveau. Là maintenant on en sait un peu plus, donc ça commence à être de plus en plus choquant. À l'époque c'était pas ce qui choquait le plus. Et il n'y avait pas grand chose de si choquant dans les Macron Leaks à l'époque. Des armes qui se trimbalaient, des fraises Tagada, mais pas plus. Oui, rien d'extraordinaire, mais surtout une fantastique opportunité de regarder des comptes de campagne en vrai. Comment ça se passe en vrai, en ayant les tableurs Excel, les échanges, pour récupérer la moindre note de frais, parce que Cédrico était très très rigoureux en termes de... Il avait un rôle de directeur financier de campagne, donc il avait une vraie rigueur, et ça permettait vraiment à des gens qui apprennent ce métier-là, de se projeter dans la réalité d'une campagne avec des vrais documents plutôt que des cours théoriques. On parlait, juste avant de parler des Macron Leaks, de la place de la France au Moyen-Orient et de la diplomatie française, de ce siège éjectable sur lequel on est. Il y a eu l'attaque qui n'est pas revendiquée des pagers, de ces petits appareils du Hezbollah, 3000 blessés, puis ensuite les talkie-walkie, enfin des appareils électroniques qui ont été, voilà, c'est ça, qui ont été piégés et qui ont explosé au visage, dans la poche des militants. Opération incroyable, mais aussi extrêmement inquiétante. Alors incroyable, oui, inquiétante en quoi ? Sur la sécurité de ces appareils, sur... Ah non, ces appareils ont été piégés, hein. C'était pas des pagers ordinaires, ils avaient mis de l'explosif dedans. Donc le pager que vous pouvez acheter au coin de la rue, il est pas piégé. D'ailleurs, Israël avait monté des entreprises totalement fictives pour fabriquer ces pagers et les revendre en Hongrie, c'est ça, hein, en Hongrie notamment, mais certainement pas que. Ils avaient probablement monté toute une série d'entreprises. Et ils avaient des commandes de autre chose que le Hezbollah. Donc ils fournissaient des pagers tout à fait ordinaires aux clients tout à fait ordinaires, et ceux du Hezbollah effectivement étaient truffés d'explosifs avec un système de détonation avait été complètement modifié. Mais c'est pas comme s'ils avaient disséminé aux quatre coins du monde des pagers explosifs qui pouvaient péter à la gueule à tout moment. Hein. Mais là, ce que dit, parce que bon, on peut y voir la marque d'Israël dans la guerre que mène l'État hébreu face aux groupes terroristes, c'est que finalement un État justifie le terrorisme contre les terroristes. Alors, le terrorisme, si on s'en tient aux définitions, ça consiste à attaquer des populations civiles. Là, on attaque des combattants du Hezbollah. Alors, effectivement, il y a des dégâts collatéraux. Mais pas de manière traditionnelle, on va dire. Ah, pas de manière traditionnelle, ça c'est clair. C'est vraiment pas traditionnel. Mais on attaque de façon ultra ciblée, avec forcément quelques dégâts collatéraux, des combattants d'une force ennemie qui, elle-même, vous balance des missiles. On n'est pas dans le cadre de terrorisme. On est dans le cadre d'une guerre avec une méthode tout à fait originale, innovante et bluffante d'attaquer de façon ultra ciblée des combattants. Une très grosse proportion des combattants en un temps record. Donc c'est spectaculaire, mais c'est pas du terrorisme. Le terrorisme aurait consisté à attaquer de façon indifférenciée de la population libanaise. Ok, donc pour vous, pas du terrorisme, mais une guerre non conventionnelle. Selon la définition officielle du terrorisme. Mais là où c'est, pour moi, inquiétant, c'est la façon dont justement la guerre est en train de changer. On n'a pas du tout sur des combattants face à face, y compris d'ailleurs si on parle du front ukrainien, on a eu ce moment de combattants face à face, de colonnes de chars, etc. Aujourd'hui, on est quand même sur de la donnée, des drones. On voit des images assez terribles de drones qui vont aller chercher jusque dans leur cachette des combattants du camp adverse, que ce soit côté russe ou ukrainien. Des drones qui sont à la fois du côté maritime, aérien et de l'infanterie. Et puis l'importance des données. Starlink, par exemple, compagnie d'Elon Musk, qui fait que l'Ukraine a des données et peut organiser justement cette guerre des drones. C'est quand même incroyable de voir la place qu'a pris la technologie. On en parlait, et dans la politique, et aussi dans maintenant les combats, ou du moins les guerres hybrides du XXIe siècle. Il faut savoir que dans les premiers jours du conflit en Ukraine, les Russes avaient détruit toutes les infrastructures de communication ukrainiennes. Ce qui est classique, c'est comme ça qu'on commence une guerre. Et que la seule solution
pour disposer de moyens de communication, c'était Starlink. Et que Elon Musk a fourni du Starlink gratuitement pendant les premiers mois du conflit. Au bout de 4-5 mois, la facture commençait à s'alourdir, donc il a demandé au Pentagone de prendre le relais. Mais c'est vraiment lui qui a fourni toute l'infrastructure de communication. Sans Starlink, il n'y aurait pas eu de guerre en Ukraine. Les chars russes seraient arrivés à Kiev et ça aurait été la fin de l'histoire. Grâce à Starlink, il y a pu avoir non seulement des communications au sein de l'armée ukrainienne, mais aussi les fameux drones qui seraient totalement inutilisables sans moyen de communication et qui ont permis d'arrêter ces colonnes de chars qui allaient vers Kiev. Vous vous souvenez, au tout début du conflit, il y avait une énorme colonne de chars et puis ils ont bousillé 2-3 chars et quelques matériels de ravitaillement, ce qui fait que la colonne de chars s'est arrêtée net. Et là, la guerre a commencé à radicalement changer et on a pris conscience de l'importance des zones. Concentré sur le Donbass. Ça s'est concentré sur le Donbass et c'est devenu très très compliqué. Surtout, tout d'un coup, le fait de disposer de chars qui valent pour certains des centaines de millions en pièces est devenu très accessoire par rapport à des drones qui valent quelques milliers de dollars pièce. C'est ça, les Iraniens par exemple, qui sont Iraniens fabriquent des gros drones fabricants de qui drones objectivement ont l'air tout à fait low cost par rapport à un missile. Mais un missile, ça vaut une fortune. Donc forcément, un drone à quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de dollars, qui certes est moins rapide qu'un missile, mais qui arrive à destination, ça fait très bien l'affaire. Et ça permet d'en balancer 100 pour le même prix qu'un missile. Donc effectivement, la guerre a changé de nature. L'avantage technologique brut à l'américaine, des gens qui ont des milliards de dollars et qui investissent dans un char Abrams, je me souviens un peu du prix d'un char Abrams, mais ça coûte une fortune. Un F-16 alors un F-16, dégommer un F-16 avec un drone, on n'est pas encore là, mais un char Abrams, typiquement, c'était l'un des fleurons de l'armée américaine. Mais si vous avez un char qui vaut 100 millions de dollars et que vous faites péter par un drone qui en vaut 2000, tout d'un coup, la nature de la guerre change. Et puis effectivement, là, pour revenir à Israël, si vous êtes capable de monter une opération qui permet je sais pas combien de combattants du Hezbollah, mais ils en ont une capacité plusieurs milliers, quelque chose comme 3000. C'est ça. Ça représente une proportion importante de la capacité du Hezbollah en termes de combattants. Oui, et ça sans engager un seul combattant. Sans engager le moindre combattant, avec une opération dont le coût, surtout pour Israël qui a quand même certains moyens financiers, est ridicule, absolument ridicule. Donc on est vraiment dans cette période où la guerre, qui finalement avait des méthodes qui étaient établies depuis les tout débuts du XXe siècle. Le char, ça date de la Première Guerre mondiale. L'aviation, de façon ça a apparu à la Première Guerre mondiale, mais ça s'est déployé durant la Seconde Guerre mondiale. Et au final, entre ça et la bombe atomique, depuis la Seconde Guerre mondiale, on vit un peu sur des acquis. Il y a eu des progrès, mais les principaux éléments qui faisaient qu'une armée était puissante ou pas étaient acquis. Là, l'arrivée du drone, des satellites Starlink, du cyber, qui est pas tout nouveau, mais tout ça a radicalement changé les choses. Ça a apparu à la Première Guerre mondiale, mais ça a mais les principes des satellites Starlink, tout ça a radicalement changé. On a vu conventionnel, on t'appelait justement et c'est ça m'est arrivé. Dans autre chose. Alors, clairement, il y en a qui sont qui fait une bêtise ou ce genre de choses, c'est fragile. Il y en a partout dans les océans. Et on ne peut pas les protéger. Il faudrait mettre des sous-marins un peu partout. C'est absolument impossible à protéger. Ça tient à plusieurs choses, dont certains qui m'échappent très certainement. Mais les deux plus évidentes, c'est que effectivement, c'est un casus belli.
et que par ailleurs, Internet fonctionne avec un protocole qui s'appelle TCP/IP, qui fait que si vous cassez un câble, le signal passera autrement, et qu'il y a tellement de câbles que le signal continuera à passer. Donc isoler une région en cassant des câbles, c'est un peu compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que juste couper quelques câbles sous-marins. Et à ce jeu-là, la Russie est loin d'être certaine de s'en sortir, parce que malgré tout, une large partie des câbles qui alimentent la Russie en matière d'Internet viennent de l'Occident, en particulier de l'Europe. Ouais. Donc c'est pas évident du tout que la Russie ait un intérêt à jouer à ce jeu-là. Non, mais l'inverse. L'inverse, c'est plus facile à faire. C'est comme Nord Stream, il n'y a pas besoin de casser des câbles, il suffit de couper le courant. Il y a quelques ahuris qui s'étaient imaginés que c'était Vladimir Poutine qui avait fait péter Nord Stream plutôt que de fermer le robinet. Mais la situation avec les câbles est inverse. Si vraiment on voulait couper la Russie d'Internet, on le ferait. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, on le fait, non pas en coupant les câbles, mais typiquement, les services de Microsoft ne sont plus disponibles en Russie. Il y a tout un tas de services qui ne sont plus disponibles en Russie. Sauf que la Russie avait vachement bien anticipé les choses. Et donc, typiquement, eux ont pris très au sérieux l'Internet souverain. Donc, le Microsoft n'était pas vraiment utilisé dans les... Autant que chez nous. Nous, c'est l'alpha et l'oméga. On va en parler dans un instant. On est sur Sud Radio avec Fabrice Eppelboin. N'hésitez pas, si vous souhaitez réagir, 0826 300 300. On se retrouve dans un instant pour la suite de Poulain sans réserve jusqu'à 14h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Il n'y a pas eu de suite par rapport à ça? Alors, il y a des investigations en cours. Et des écouter notre leader européen. En cours. La version marocains qui ont utilisé et probablement on soit allé un peu vite en tâche et qu'on ait appris un peu trop au pied de la lettre Amnesty International et que la réalité soit plus complexe que ça. Mais je vais pas déflorer l'investigation d'un collègue. Donc on va réentendre parler de Pegasus et surtout on va réentendre parler de l'utilisation d'Arc du cyber, le rôle d'Amnesty International typiquement, qui demanderait des explications et j'imagine qu'Amnesty sera amené dans un avenir proche à devoir s'expliquer, à rendre des comptes. Mais effectivement le cyber a un rôle de plus en plus important, de plus en plus dark, de plus en plus dangereux pour les démocraties, ou dans des zones où il n'y a pas de démocratie, je pense notamment au monde arabe, sur l'absence de perspective et d'espoir de démocratie, l'absence même de toute forme d'opposition politique. Le cyber est complètement lié à ça. On se souvient que Pegasus avait été utilisé dans l'affaire Khashoggi, mais Khashoggi c'est même pas la partie émergée de l'iceberg, c'est le flocon en haut de la partie émergée de l'iceberg. Merci beaucoup Fabrice Eppelboin. Il y avait beaucoup de choses à dire. C'était un sujet très vaste sur la place de la technologie par rapport aux États. Dans un instant, vous retrouvez sur Sud Radio Brigitte Lahaye qui va nous parler des sentiments. Et oui, l'important c'est de ressentir et pas seulement de croire. À tout de suite sur